Eh bien, bonsoir à tous et vraiment, je vous souhaite la bienvenue à l'Université catholique de l'Ouest dans ce beau cycle des lundis soirs art et culture. Ce soir, eh bien, vraiment, je remercie très chaleureusement Jean-Pierre Siméon d'être là, vraiment, et d'avoir accepté avec beaucoup de simplicité, de gentillesse, en dépit de son emploi du temps très chargé, de venir jusqu'à nous. Je l'ai croisé au Festival des étonnants voyageurs à Saint-Malo et il signait ses ouvrages et il a dit « Oh ben oui, je veux bien venir dans une université. Ça me fera plaisir aussi de rencontrer des jeunes. » Ce qui s'est passé tout à l'heure, des jeunes... Hein, mais bien sûr, des jeunes, vous allez voir. On est tous jeunes ici. Vous aimez tous la poésie. Déjà, c'est bien parti pour parler de cette jeunesse de cœur, mais il a aussi rencontré tout à l'heure des gens qui avaient aussi la jeunesse de corps et de cœur, des étudiants de lettres. C'était aussi un très bon moment vers 16 heures. Alors, bon, je le représente, enfin, dire quelques mots sur lui, enfin, peut-être d'ailleurs vous en savez davantage que moi, mais sur le grand poète contemporain qu'il est. Mais c'est un poète, c'est un romancier, c'est un homme de théâtre aussi. Tout à l'heure, vous avez très bien parlé du théâtre, d'ailleurs, qui a peut-être été une de vos premières passions, avec ce sens déjà du rythme et du souffle, et qui qualifie aussi la poésie. Dire qu'il a reçu, entre autres, le prix Apollinaire. Dire qu'il est aussi éditeur dans la prestigieuse maison Gallimard, directeur de la poésie de la collection Poésie Gallimard, qu'il a été pendant plus de 15 ans le directeur artistique du Printemps des Poètes, aussi encore une initiative. Et puis je dirais surtout, maintenant que je le connais un petit peu mieux depuis cet après-midi, un passeur de la poésie, un fou de poésie, quelqu'un qui vraiment non seulement se préoccupe de la sienne, mais qui a envie de faire connaître celle des autres, et de dire à quel point la poésie nous fait vivre, nous fait vivre, et nous fait voir la vie autrement. Alors, avant de lui laisser la parole pendant 45 minutes, et puis ensuite vous pourrez poser des questions, eh bien, je voudrais une petite surprise, parce que je voulais qu'on entende 2 poèmes de Jean-Pierre Siméon. Et je suis allée vers des personnes que je ne connaissais pas il y a 5 minutes, mais je leur fais toute confiance. Et j'appelle Apolline qui va venir nous dire un poème. Et puis ensuite Émilien. Vous pouvez venir maintenant si vous voulez, Émilien. Voilà, on parle de poésie. Ben, écoutons-la pour commencer cette soirée. Sagesse 66. Si tu pouvais voir l'éclat de ton visage dans la nuit, si tu pouvais entendre, quand tu dors, le bruit de source à tes lèvres, si tu pouvais sentir sur ta joue le souple frisson de tes doigts, si tu pouvais sous tes pas être la terre étonnée, de tant de joie, de tant de force, si tu pouvais courir sur l'invisible chemin qui mène à ton cœur, tu serais, crois-moi, tu serais le meilleur ami de toi-même. Alors, bonsoir à tous. C'est un défi de faire l'éloge de la poésie en 40 minutes ou 3 quarts d'heure. Il faudrait des heures, vous savez. Ne vous inquiétez pas, ça vous sauve en fait. Alors, oui, je vais vous parler d'une chose sur laquelle on a tellement d'idées fausses, il y a tellement de préjugés, d'a priori, de malentendus concernant la poésie. J'ai passé ma vie, pour ma part, mais je ne suis pas le seul, j'ai passé ma vie à essayer de lutter contre ces idées fausses, n'est-ce pas ? On a tellement l'idée que la poésie, c'est une chose sympathique et gentille, belle au mieux, n'est-ce pas ? À réserver pour quelques moments privilégiés de l'existence, peut-être comme une sorte d'alibi de conscience. De temps en temps, on se donnerait la chance ou le parfum d'un poème. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas de ça, évidemment, qu'il est question quand moi je viens vous voir pour parler de la poésie. Et quand je parle de la poésie, il ne s'agit pas d'une option. Il ne s'agit pas d'un choix possible parmi 1000 autres. Franchement, non. Il s'agit d'une nécessité. Et je vous parle d'une chose qui me paraît, de mon point de vue, bien sûr, qui me paraît être au cœur même de notre question à tous. Devenir humain. Vous savez, Novalis, le poète allemand Novalis, disait « Devenir humain est un art ». Et je prétends que cet art, c'est l'art de la poésie.
dont les poèmes sont la sueur, en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les poèmes que vous avez lus, que vous avez rencontrés aléatoirement dans votre scolarité, assez peu ailleurs, puisque la poésie est exclue du champ médiatique, on va dire, n'est-ce pas? Le poème que vous connaissez, qui est un parmi des milliards, n'est-ce pas? Il n'est que la cristallisation, le point d'apparition, d'émergence d'une chose qui est en dessous et qui est bien plus importante que le poème lui-même. C'est cette chose qu'on appelle la poésie, dont le poème donc n'est que l'écho ou le reflet. Un moment de passage, si vous voulez, un seuil. Ce dont je vais vous parler, c'est ce qui est en dessous, ce qui motive le poème. Et ce qu'on pressent quand on lit un poème, sans le conscientiser, sans le réfléchir, etc. De quoi on parle quand on parle de poésie? Je m'appuie, pour faire bref, sur une formule magnifique, à mon sens, du poète Georges Perros. Georges Perros, qui était un poète mort il y a quelques dizaines d'années, de la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire, qui a tout quitté à Paris. Et il était à la Comédie Française comme comédien, il était au théâtre avec Gérard Philippe et au TNP, il a été lecteur à la NRF, enfin il avait tout pour réussir très jeune, et très jeune il part, il va à Douarnenez pour vivre en poète. Et alors il a dit ceci, il a écrit beaucoup de choses magnifiques sur la poésie. Il a écrit cette formule qui me paraît éclairante pour mon propos. Elle le fonde en fait. Il dit: le plus beau poème du monde ne sera jamais qu'un pâle reflet de ce qu'est la poésie. Une manière d'être, d'habiter, de s'habiter. Je vous disais que la poésie avait à voir avec la question première, n'est-ce pas? C'est-à-dire ça, une manière d'être, d'habiter, de s'habiter, c'est-à-dire une éthique, c'est-à-dire un choix crucial, fondamental. Comment on habite en humain sur cette terre et comment on s'habite soi-même en humain, n'est-ce pas? Et je crois que la poésie, à travers tous ces avatars qui sont multiples, la poésie, je le disais aux jeunes étudiants tout à l'heure, est un art immémorial, le plus ancien de tous les arts et le plus universel. Il n'y a pas on le sait, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de culture, fût-elle de tradition orale, les plus anciennes dont on a eu les vestiges, il n'y a pas de culture de société humaine sans poète. Et c'est curieux comme on accorde si peu d'importance à une chose aussi universelle et aussi éternelle, pérenne. Si ça existe depuis toujours, partout, y compris dans les peuplades les plus lointaines, les plus coupées de nos civilisations occidentales, etc. Depuis partout, il n'y a pas un coin de terre où il n'y a pas des poètes. Si ça existe, c'est bien que ça signifie quelque chose d'essentiel, que ce n'est pas un ornement. Comment se fait-il que les Inuits des Esquimaux, ou les Indiens peaux-rouges, ou les griots et les Djaïlis dans le fin fond de tel pays africain, ou au Japon depuis des millénaires, il y a des poètes, des gens qui ne se connaissaient pas et qui pourtant tous et toutes ont pris cette décision un jour de faire entendre dans leur lieu et dans leur communauté une autre parole. Quelque chose qui ne ressemble pas. Et alors, ce que j'essaie de comprendre pour ma part, avec beaucoup d'autres poètes, ou ceux qui se posent la question de cette importance de la poésie, c'est pourquoi cette chose nécessaire? Quelle part de l'expérience humaine et de l'aventure humaine elle assume? Et pour aller vite, après on pourra discuter, je dirais que pour moi, elle assume une part essentielle. Une part essentielle, et je dirais même qui est constitutive de l'humain. Or, ce qui me met en colère, de colère joyeuse, parce qu'il ne faut jamais perdre la joie, mais enfin, ce qui me met en colère, c'est à quel point, dans nos sociétés occidentales modernes, mais peut-être que maintenant, avec la mondialisation, c'est pareil partout, à quel point on ignore, on sous-estime ou on mésestime cette part essentielle que Christian Bobin appelait la part manquante, justement.
C'est-à-dire cette part de l'humain qui n'est redevable à rien d'autre de nos activités humaines, celles qui sont légitimes, qui sont, on va dire, pour lesquelles on s'instruit, pour lesquelles on apprend des métiers, pour lesquelles on se sent obligé, etc. C'est-à-dire que cette part de l'humain qu'on appelle la poésie, elle est le perpétuel questionnement de la conscience sur la raison d'être, le sens de l'être. Alors, vous allez me dire, c'est vrai de la philosophie, c'est vrai de religion, c'est vrai peut-être même de sociologies diverses, etc. Sauf que là, je parle d'un universel constant, un universel qu'on entend toujours exprimer, une question qu'on entend toujours exprimer de la même façon. C'est-à-dire, quand je dis de la même façon, à partir du même principe. Et ce principe, c'est de faire entendre dans ce qui nous lie tous, la langue, le langage, de faire entendre, c'est à chaque instant de la vie, pour tous, faire entendre l'exigence première, le désir plein de vivre intensément et pleinement, au plus juste, compte tenu de la mort, dans la tragédie initiale. Puisque nous naissons pour mourir, la poésie dit toujours avec lucidité cette première évidence, nous naissons avec la tragédie. Et la poésie, depuis toujours, reformule cette question dont je parle, comment, malgré ça, à contre-mort en quelque sorte, à contre-peur du coup, comment refonder sans cesse la conviction et la foi dans la vie, comme quelque chose qui, malgré tout, n'est-ce pas, est à construire, car la vie elle n'est jamais là complètement. Elle est toujours à conquérir. Ce que dit la poésie, de mon point de vue, c'est que nous vivons peu et mal. Ce que cherche la poésie, c'est à nous rapatrier, à nous ramener là où nous devrions être. Nous sommes en exil de notre propre vie. Voilà ce que disent les poètes. C'est-à-dire que nous vivons nécessairement, dans toutes les sociétés, et plus que jamais aujourd'hui, asservis à ces obligations concrètes, on va dire matérielles, qui sont nommées par des mécanismes sociaux, économiques, etc., etc. Et nous oublions, forcément, il y a une sorte de paradoxe violent ici, nous oublions l'essentiel. Et je dis simplement ceci, pour ma part, c'est que la poésie est un diapason. C'est pour ça qu'on l'entend partout. Le diapason de la chose perdue, de la vie perdue, de la vie qui se perd. Nous nous devons quelque chose à nous-mêmes. C'est de ne jamais renoncer à cette exigence de vivre pleinement et intensément. C'est-à-dire d'être pleinement présent au monde, à nous-mêmes et aux autres. Or, nous vivons aujourd'hui, je fais un raccourci un peu rapide, excusez-moi parce qu'on a peu de temps, mais nous vivons aujourd'hui un temps où plus que jamais, même si c'est le destin humain depuis toujours, plus que jamais, nous sommes dans des mensonges, dans des leurres, nous vivons peu, nous nous agitons beaucoup, nous nous déplaçons beaucoup, nous agissons beaucoup, nous sommes dans une déperdition de la parole, du geste, de l'action, on va dire, n'est-ce pas? Et nous traversons le réel à toute vitesse. Nous surfons sur le réel, pour employer un terme moderne, n'est-ce pas? Et donc, surfant sur le réel, nous perdons la réalité. Et la vie est pleinement inscrite dans un réel ici et maintenant. Donc, au fond, depuis toujours, il y a dans la communauté humaine ceux qui, d'une certaine façon, disons-le avec humour, nous rappellent à l'ordre de la vie. Et je dis que c'est les poètes. Et je dis que c'est le poème. Et vous allez me dire, mais c'est bien beau tout ça.
Mais comment ça se passe? Ça se passe simplement. Écoutez, dans n'importe quelle situation quotidienne, là où nous sommes justement dans l'aveuglement des choses qui nous tiennent, où nous ne voyons pas la vie, n'est-ce pas? Où nous sommes tellement pris à voir et à agir, n'est-ce pas? À voir les choses concrètes du réel immédiat, etc. C'est dans ces moments-là où nous sommes le plus asservis que si je fais entendre un vers de poésie, le moindre début d'un poème, que ce soit de Virgile, de Nazim Hikmet, de Pablo Neruda ou de Villon, si je fais entendre le vers d'un poème, quelque chose se passe. Il y a comme une effraction dans le continuum de cette vie agitée qui nous mène, où nous sommes dans la surface des choses, dans les mécanismes des actions réflexes, des stimuli-réponses, etc. Je dis un poème et quelque chose change. Ce n'est pas une théorie que je déploie ici devant vous, c'est une conviction fondée sur l'expérience. Moi, j'ai personnellement eu, il faut le dire, mais c'est vrai de tous ceux qui aiment vraiment la poésie, qui en lisent ou ceux qui en écrivent, j'ai eu quand très jeune cette intuition forte, qui est une intuition, un apax, comme on dit, un moment où quelque chose arrive comme ça. C'est une intuition qu'en entendant un poème, très, très tôt, que là, quelque chose résonnait, qu'il y avait une vibration dans l'air et à travers le langage, une vibration dans l'air qui touchait à quelque chose d'essentiel. Une sorte de corde de la lyre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, il y avait quelque chose me renvoyait à des vérités profondes, à un réel profond et complexe, infini, dirais-je, n'est-ce pas, que je portais en moi-même et que je pressentais autour de moi. Et je me dis, là, ça va plus loin. Ce que j'entends d'habitude du réel, à travers la langue de tous les jours, m'aide à m'organiser dans le réel, n'est-ce pas? M'aide à agir, à m'inclure dans une vie normale. Mais la vie normale n'est pas la vraie vie dont je vous parle. La vraie vie est ailleurs, disait un poète. C'est bien de la vraie vie que je parle. C'est-à-dire que la poésie, depuis toujours, fait entendre dans ce diapason d'intensité qui vibre dans la langue, ce lieu de nous-mêmes perdus. Ce lieu de notre existence où notre existence serait pleinement justifiée, aurait sa pleine résonance, sa pleine valeur. Et on sait bien que nous avons vécu, nous tous humains, dans l'échelle des siècles et des millénaires, nous avons vécu, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, asservis, je dis bien asservis, car c'est vraiment un assujettissement, un emprisonnement, nous avons vécu asservis à de fausses valeurs, mais tellement admises comme les valeurs qui comptent, les valeurs selon quoi on construit, on fait une société, ou on fait une évolution, on va dire, de civilisation, etc., pour le dire maladroitement. Ces valeurs, vous les connaissez, c'est celles qui sont archi-dominantes aujourd'hui. Il y en a trois. L'avoir, qui suppose que, forcément, que si je veux avoir, je prends, donc la prédation. Et ce qui suppose la domination. Si je prends, je me mets au-dessus de la chose que je prends. Et la domination, la supériorité, on va dire, de celui qui prend sur la chose prise, ça inclut le pouvoir. Ça induit le pouvoir. L'obsession de l'avoir organise forcément ou induit forcément la prééminence du pouvoir, de la valeur pouvoir. Et le pouvoir a pour auxiliaire ce mensonge extraordinaire qui est l'apparence, le paraître, l'image. Pourquoi ça? Parce que l'apparence, l'apparaître et l'image, c'est mentir sur la réalité, c'est réduire le réel à des apparences, justement, au minimum de lui-même, n'est-ce pas? C'est un auxiliaire du pouvoir. Quand on veut maîtriser quelqu'un, donc on le méprise, c'est-à-dire on le réduit. Donc vous voyez que c'est très... je dis ça un peu vite, évidemment, ça mériterait d'être... J'ai écrit des essais pour mieux argumenter tout ça. Mais je crois profondément que toute société est fondée là-dessus. Vous savez, qu'on soit préoccupé d'un avoir minimal, c'est évident.
tout être humain a besoin de cet avoir minimal, tout simplement pour assurer sa survie, n'est-ce pas? Mais le problème est que très vite, la préoccupation d'un avoir minimal devient l'obsession d'un avoir maximal. C'est-à-dire que ce qui domine nos sociétés, mais qui domine depuis toujours, à mon avis, les sociétés humaines, c'est la valeur plus. Il faut être plus beau, plus grand, plus fort. Il faut plus qu'eux. Il faut être plus, aujourd'hui on nous dit même, soyez plus que vous-même. C'est une sorte de surenchère permanente, n'est-ce pas? Évidemment, ce n'est que des leurres, ce n'est encore que des histoires d'apparence, n'est-ce pas? Mais ceci dit, en face de tout ça, là, encore une fois, je le dis assez vite, mais en face de cet invariant dans l'histoire humaine, de sociétés qui sont fondées sur la volonté de l'avoir, dès qu'on délimite un terrain, ne serait-ce que pour planter sa tente, on est dans l'avoir, on est d'accord. C'est le principe premier. Et donc, toutes ces sociétés qui ont organisé leur hiérarchie, je dis bien leur hiérarchie, il n'y a pas de société sans hiérarchie. Que les pouvoirs soient réels ou symboliques, il y a du pouvoir. Toutes ces sociétés inscrivent dans leur principe la domination des individus les uns par rapport aux autres. Je ne vois pas comment on peut décrire les choses autrement. Donc, quoi qu'il en soit, des idéologies, des lectures ethnologiques ou sociologiques des différentes sociétés humaines, ce qui est absolument incontestable et invariant, c'est que tout est fondé, ce qui fonde une unité, une cohérence dans un groupe humain, c'est l'avoir. Que cet avoir soit de la terre d'abord, ensuite des troupeaux, ensuite tout ce que vous voulez. Ça se décline autant qu'on veut, n'est-ce pas? Et ça, tout est fondé sur la logique, donc je disais, de la hiérarchie et du pouvoir. Donc d'un rapport à l'autre qui est un rapport, forcément, un rapport d'agression. Que cette agression soit symbolique ou pas. On peut agresser, vous le savez très bien, sans donner des coups de poing. Et donc, forcément, tous les malheurs de nos sociétés en découlent, n'est-ce pas? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que de mon point de vue, mais je ne suis pas le seul à le dire, j'en parlais tout à l'heure avec Anne, Shelley l'a dit avant moi, l'anglais Shelley, ou bien d'autres, hein, je pensais à Shelley, Défense, illustration de la poésie, etc., mais tellement d'autres, les poètes romantiques allemands dont je parlais, Hölderlin, tout ça, et tellement d'autres encore avant. Enfin, bref. La poésie manifeste l'objection la plus radicale à cet ordre des choses. Tout simplement pour ce que je vous ai dit dès le début. C'est que la poésie, au lieu d'instituer des normes, des formes, qu'elles soient sociales ou d'ordre, au lieu d'instituer des systèmes, elle questionne. Elle remet en cause sans cesse ce qui semble être originel, ce qui semble être naturel, ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la poésie est toujours le vœu de reconsidérer l'existence, et c'est ce qui la porte dans l'histoire du monde, ce qui les porte, les existences. C'est-à-dire que la poésie, depuis le début, dit il y a une autre manière d'habiter le monde et de s'habiter soi-même, une autre manière d'être au monde. Moi, je crois profondément ça. Et on l'entend chez tous les poètes. On l'entend diversement, n'est-ce pas? Mais au-delà de ce que signifierait un poème, c'est ce que manifeste la poésie elle-même, par sa seule présence, qui est, vous l'avez remarqué, par rapport à toutes les normes et lois et valeurs que je dis, qui est une présence inutile, qui est une présence non productive, qui n'obtient rien et qui ne demande rien, qui n'est que l'éloge perpétuel de l'émerveillement et de la beauté contre la mort, dans la mort, au cœur même du désastre. Moi, je dis les choses sans ménagement, j'emploie des termes violents, mais il faut, parce qu'on comprenne enfin les poètes au sérieux. Vous voyez, je vous parlais au début, et je n'ai pas oublié, des préjugés, des malentendus, etc. J'ai passé ma vie à traverser des populations de toutes sortes en France, à l'étranger, des jeunes, des vieux, etc.
Chaque fois qu'on parle de poésie, et ça me met, moi, dans une colère, encore une fois, qui reste souriante, mais quand même, on la renvoie à des choses si vénielles. Un charmant petit moment doux. On nous dit la poésie, mais ça fait du bien à l'âme. Ça, moi j'étais à la télé, à la radio, tout ça, mais je me rappelle une fois à la radio, mais la poésie, ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais c'est pas comme ça, n'est-ce pas? La poésie, c'est pas du coaching personnel. C'est pas fait pour quoi? Pour nous soulager des misères de l'existence? Même pas. Surtout pas. Le pire des contresens concernant la poésie, c'est cette affirmation qui lui est attachée depuis toujours. La poésie, c'est le rêve, c'est l'évasion. La poésie, ça nous sauve du réel. Mais c'est tout le contraire. La poésie, les poètes, je le dis ici, et je le dirai jusqu'au JB exclusivement, comme disait le Mirabeau, Montaigne, c'est-à-dire, la poésie, les poètes sont les plus réalistes qui soient. Ce sont eux qui ont une juste compréhension du réel. Ce sont eux qui sont le plus proches de notre réalité vécue, pas des réalités décrites, fantasmées dans les systèmes philosophiques, idéologiques ou je ne sais pas quoi, de notre réalité vécue. C'est-à-dire que les poètes nous rapatrient dans le réel que nous vivons. Nous ne vivons pas à travers le langage dominant, à travers les images, les informations, tout ce qui nous dit le réel. Nous ne vivons pas le réel, nous vivons un ersatz de réel, un réel recomposé, un réel fantasmatique. Les informations radio, télé, tout ce qui est produit, les séries, tout ça, nous confrontent ou nous servent à un fantasme de réel, un réel recomposé, fabriqué, scénarisé. Ce n'est pas le réel que nous vivons. Mais voulez-vous que je vous dise, l'art qui va le plus droit, le plus direct au réel que nous vivons, c'est la poésie. Voilà pourquoi c'est universel. Parce que moi, je vous dis ça qui peut paraître très, très étonnant, puisqu'on dit toujours, vous savez, justement, à la radio, on disait, vous, poètes, les rêveurs, etc. Dire quoi? Qu'on se promène dans la rue en regardant en l'air et en se tapant le nez dans le lampadaire parce qu'on regarde le ciel et les étoiles. Mais moi, je connais que des poètes les deux pieds sur terre, non? Complètement présents dans leur monde, dans leur présent et dans leur passé, dans la mémoire du monde. Donc, vous voyez que Novalis disait, je recite Novalis parce qu'ils ont dit beaucoup de choses, ces gens, sur la poésie et les romantiques allemands dont je parlais tout à l'heure. Ils disaient, plus il y a de poésie, plus il y a de réalité. Vous voyez, ça va contre tous nos préjugés. Et oui, c'est vrai. Parce que la poésie prend le réel dans sa profondeur et sa complexité. Sinon, tout ce qui nous restitue le réel par un langage, nous le restitue par le concept. Je vous renvoie à ce que disait magnifiquement Yves Bonnefoy sur le malheur du concept. Alors, heureusement qu'on sait conceptualiser, ça a fait l'homme aussi, n'est-ce pas? Mais le concept, quel qu'il soit, il perd le réel. Il nous donne comme un iceberg. Il est la pointe émergée de l'iceberg. Et la profondeur infinie du réel, il la perd. Mais c'est vrai, c'est simple, je dis des choses simples. Si je dis chaise, on dit, bon, la chaise, c'est fait pour s'asseoir. Sauf que ce concept-là, chose faite pour s'asseoir, c'est un concept qui réduit la chaise à, voilà, le siège, quoi. Voilà. Sauf qu'évidemment, ça ne correspond pas à la réalité vécue. C'est ce que j'explique à des enfants de 8 ans. Hein. Puisque tout le monde ici est déjà monté sur une chaise pour changer une lampe. Et ça ne sera jamais indiqué dans le dictionnaire. C'est un sens de la chaise aussi constant que l'autre. Je dis aux enfants, par exemple, vous avez tous joué avec une chaise pour vous cacher, pour faire un train, pour construire une maison. Ben oui, vous tous ici, vous l'avez fait. Ça, ce n'est pas dans le dictionnaire. Ce n'est pas dans le concept légitime de la chaise. On s'est battu avec des chaises, non, dans les bistrots. Et on continue. Je pourrais continuer comme ça. Hein. Et ce que je dis de la chaise de façon bête et simpliste, je pourrais le dire de tout. C'est-à-dire que le concept réduit le réel. Il le réduit à sa part de surface consensuelle au sens minimum intergénérationnel garanti. Une sorte de SMIC du sens, n'est-ce pas? Et le langage que nous utilisons tous, et dans toutes les communautés, le langage commun utilisé à tous, pour être efficace, pour permettre l'organisation du concret et de l'immédiat du réel, ce langage, il réduit le réel, il est conceptuel. Il ne peut être que conceptuel.
Parce qu'il faut réduire le réel pour qu'on s'entende. Vous comprenez? Si je dis chaise, il faut que vous compreniez que c'est une chaise. Donc il faut que le mot soit égal à un sens. Dès que le mot est égal à 2 ou 3 sens, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, mais ça devient plus juste par rapport à la réalité. Parce que, en fait, la réalité de chaque chose nommée par un mot, de chaque être nommé par un nom, elle ne peut en aucun cas être réductible à 1, 2, 3 sens, les entrées du dictionnaire ou de la carte d'identité pour vous. Puisque vous êtes infiniment polysémique, excusez-moi, ce n'est pas une injure, c'est un compliment. Vous êtes polysémique. Vous êtes une multitude de sens, connus et inconnus. Vous êtes, vous, des êtres dont la lecture serait infinie, dont on ne peut jamais résumer l'histoire, le destin. Eh bien, cette chose qui dit le réel sans l'épuiser, en allant dans ses nuances, dans sa part inconnue, dans sa part imprévue, dans sa part illimitée, qu'est-ce que c'est? C'est le poème. Dans la langue, c'est le poème. C'est-à-dire, c'est cet usage de la langue dans toutes les sociétés humaines, cet usage de la langue contre la logique de la langue, contre le primat du concept, contre cette langue qui nous dit le réel et qui nous permet après de le comprendre et de le saisir, et qui réduit le réel à des mécanismes de surface. La poésie, c'est ce qui objecte à ça, qui dit non, cette langue-là est menteuse. Certes, elle est utile, je dirais même plus qu'utile, indispensable. Voilà pourquoi, quand j'étais prof, j'apprenais la grammaire et la langue normée aux enfants ou aux étudiants. C'est-à-dire qu'évidemment, on a besoin de cette langue qui aplatit le réel, qui le réduit à des concepts efficaces, puisque c'est ce qui nous permet de faire société, d'agir, de prendre le train ou d'aller chez le dentiste. Mais cette langue-là, quand elle occupe tout l'espace de la saisie et de la compréhension du réel, qu'est-ce qui reste pour comprendre cet au-delà du réel qui fait votre vie? Car vous n'êtes pas réductible, que je sache, chacun d'entre vous, à des rôles et des fonctions, ou à des gestes mécaniques, à des gestes obligés, qui sont les contraintes sociales, morales, et toutes contraintes diverses qui organisent nos vies. Qu'est-ce qui nous restitue la part perdue de notre existence? La profondeur multiple, passionnante, n'est-ce pas? Mais aussi inquiétante parce qu'elle n'est pas la part du connu, que exaltante parce que si ce n'est pas connu, c'est le possible aussi. La poésie, disait Giono, le poète est un professeur d'espérance. Pourquoi? Parce qu'en libérant la compréhension du réel de son asservissement, on va dire, à une lecture de surface, il nous rend une compréhension possible du réel justement dans l'illimité. C'est-à-dire il nous rend le possible du réel et de nous-mêmes, pour chacun d'entre nous. Quand vous entendez un poème qu'il parle de quoi que ce soit, il vous permet de rejoindre l'expérience profonde et complexe qui est la vôtre de quoi que ce soit. Puisque ce qu'en dit le reste, les articles de journaux, les informations de radio, les informations véhiculées par les réseaux sur le réel, sur n'importe quoi du réel, un événement, un objet, une personne, ce qu'en dit le langage ordinaire, c'est un mensonge. Et nous vivons dans le perpétuel mensonge. Nous vivons sur des apparences. Et nous le vivons tous comme une souffrance. On n'a jamais autant dit « ça parle » et ça ne dit rien de nos vies. Les hommes politiques, la télé, tout ce grand bavardage autour du monde et du réel et de ce que nous vivons. Combien de fois nous nous sentons trahis par ce qui est dit, ou ce qu'on dit de nous individuellement d'ailleurs, non? La parole qui nous délimite, qui nous définit, elle nous trahit. Voilà comment faire pour qu'on puisse enfin être juste avec la vie, exact avec la vie. C'est-à-dire exact avec sa profondeur illimitée, avec sa part de mystère insoluble, irréductible. Rien n'est réductible à un ou deux sens. Et donc, s'il n'y a pas la poésie, qui nous dit ça?
qui nous le dit dans un langage immédiatement perceptible partout, qui le manifeste simplement en 10 secondes, dans quelques mots. Je veux dire des choses très simples. Hein. Si nous vivons tous l'amour, par bonheur, par défaut ou par excès, mais on vit l'amour. Parfois par manque d'amour, mais c'est aussi un des états de l'amour. Bon, ben, je dis ça avec des jeunes, ils comprennent très bien. Qu'est-ce qu'on a comme mot pour dire l'amour? Pour dire les nuances de l'amour. Parce qu'il n'y a pas un amour qui ressemble à un autre. Le mot amour ne dit rien de l'amour, des 1000 milliards d'amours qu'il y a sur Terre actuellement. Et des 1000 façons de l'amour que nous avons vécues, avec quoi nous avons affaire, qui sont conscientes ou inconscientes, qui surgissent à chaque instant. Qu'est-ce que nous avons pour dire ça? On a toujours les mêmes mots. Oh, je t'aime bien, t'es beau, t'es belle. Non, en général, on dit une chose. Je n'ai pas les mots pour le dire. Devant l'amour, devant la mort, devant les choses graves, devant les choses qui comptent. Ah, ça, pour acheter de nouvelles chaussures, on a les mots qu'il faut. Mais dès qu'il s'agit des expériences de l'existence, donc de la vie elle-même, de cette vie dont je parlais qui était la question du poète, n'est-ce pas? La vie pleine et entière, la vie intense, la vie complexe, la vie qui se déborde à chaque instant, qui s'excède elle-même. La vie n'est jamais semblable d'un instant à un autre. La propre vie que nous portons, elle change sans cesse parce que la couleur du ciel change, parce que je vois de nouveaux visages, parce que j'ai mal aux pieds ou parce que demain il se passe quelque chose que j'attends. À chaque instant de nos vies, nous changeons, tout est changeant, tout est métamorphose, c'est ça la vie. Or, nous vivons en permanence confrontés à un discours que nous portons nous-mêmes, dans une langue que nous portons tous, qui aplatit le réel, le réduit, le simplifie. On vit à côté de nos pompes, à côté de notre existence. Et l'art, en général, parce que la poésie, pour moi, est le nom de tous les arts, en tout cas la cristallisation des enjeux de tous les arts, ou de l'enjeu de tous les arts, eh bien, c'est ce qui nous sauve de ça, qui nous rend légitime notre propre incompréhension de nous-mêmes, qui même fait l'éloge de l'incertitude, de l'inquiétude, de l'intranquillité. Là, la littérature, c'est une inquiétude. On n'est pas quiet, on n'est pas tranquille. Mais qui vivrait vraiment tranquille? Si on vit vraiment, c'est-à-dire dans une conscience ouverte et alerte, ouverte au monde, présente aux choses, à soi et aux autres, comment ne pas être inquiet? C'est-à-dire le contraire de celui qui est Benoît. Benet, on disait autrefois. Non, excusez-moi pour les Benoît. Une sorte de tranquillité. Non, on ne peut pas. Même l'être le plus mystique, dans une sorte de retrait complet, il vit justement la pleine inquiétude du sens. Plus on se retire de la surface accélérée des choses, plus on vit l'inquiétude du sens. Alors vivre l'inquiétude du sens, on fuit ça par paresse, par lâcheté. Mais c'est fuir la vie, car la vie est inquiétude du sens. Voilà ce que disent les poètes. Pas moi, Siméon, les poètes. Fernando Pessoa, un des plus grands poètes du XXe siècle, a écrit le livre de l'intranquillité, que je sache. Et l'intranquillité définit ça, cet état poétique de nous. Parce que je parlais de la poésie, que le poème est un pâle reflet de ce qu'est la poésie. Parlons-en. Manière d'être. Cette manière d'être, nous la portons tous en nous comme impossible en nous. J'ai dit qu'elle nous constituait. Elle est une part de nous-mêmes. Et cette manière d'être, appelons ça l'état de poésie. Comme l'a dit Georges Haldas. Moi, je prends ma pensée partout ailleurs. Hein. Ce n'est pas moi qui dis ça. Je ne fais que synthétiser ce que disent plein de poètes et qu'on n'écoute jamais. On n'a jamais pris au sérieux les poètes. Les poètes, c'est pour la fête des mamans. Maman, t'es belle, je t'aimerai toujours. Enfin, ça va. Bien sûr que c'est ça, c'est charmant, mais ce n'est pas ça la poésie. Pourquoi il y a des gens qui en meurent de la poésie? Il y a combien de poètes qu'on a tués pour leurs poèmes? Si c'est une chose aussi grave qu'on puisse tuer pour... Mais aujourd'hui encore... En Syrie, en Irak, en Iran, il y a des poètes enfermés. Et ils ne sont que poètes, ils n'ont écrit que des poèmes. Donc la chose est sérieuse, non? Vous voyez ce que je veux dire? Prenons les poètes au sérieux parce que ce qu'ils disent, ce pourquoi ils témoignent, c'est un absolu de la vie. Et ça dérange tous les pouvoirs. Ça dérange toutes nos valeurs. Si la vie est l'absolu,
toute la hiérarchie des valeurs est recomposée. Voilà pourquoi je dis la poésie sauvera le monde. J'écris un essai là-dedans. Parce que je dis, il n'y a qu'une solution aujourd'hui. On continue sur la hiérarchie des valeurs exprimée explicitement ou implicitement qui nous mène depuis toujours, mais elle nous mène où on va, à la catastrophe assurée, puisque cette hiérarchie de valeurs a fait de nous des prédateurs, des gens qui se sont servis. L'homme a été d'un égoïsme effroyable, un jouisseur de l'immédiat. Donc il a ruiné son univers. Et en même temps, il n'a pas fait seulement que ruiner son univers, il a ruiné l'humanité, puisqu'on n'arrête pas de faire des guerres depuis que l'homme existe. Il n'y a jamais eu, on parle de l'Ukraine, mais il y a eu 320 000 morts au Soudan en 5 ans. D'aujourd'hui à il y a 5 ans. On n'en avait jamais parlé, que je sache. Donc la guerre, donc l'homme se ruine lui-même. Et qu'est-ce qui engendre les guerres? Toujours les mêmes raisons. Le pouvoir et l'avoir. Rien d'autre. Ouais, vous voyez, les idéologies qui légitiment ça, c'est tout. Donc il s'agit d'une lecture lucide et radicale du monde, coléreuse. Je suis en colère, mais c'est une colère joyeuse, je veux dire. Moi, je garde le sourire parce que sinon, ils ont gagné. Les ennemis ont gagné. Il va falloir que j'arrête. Nous n'aurons jamais... ils pourront couper... Ce que disait Pablo Neruda, ils pourront couper toutes les fleurs, ils n'auront jamais raison du printemps. Bon, et ce que je veux vous dire, je vais finir, j'ai 5 minutes. Je vais vous dire ceci. Nous avons tous besoin de réactiver en nous cette part poétique de nous-mêmes, mais c'est insolent, mais c'est à contre-courant. Car vivre en poète, on y vient. Qu'est-ce que c'est vivre en poète? Et vivre en poète, ce n'est pas écrire des poèmes. Je dis, les poèmes ne sont que l'indication, le panneau indicateur du chemin vers lequel on inventera sa propre vie en poète. Chacun vivra différemment en poète. Moi, je connais évidemment des gens analphabètes et illettrés qui n'ont jamais lu un poème qui vivent en poète. Alors que des gens qui ont toutes les agrégations du monde ou qui ont fait toutes les études vivent justement dans le contraire exact. Vous savez, pas besoin de les nommer. Des gens de pouvoir. Les gens qui organisent et aujourd'hui organisent le monde, non, et nos vies. Les Bill Gates aussi bien que les hommes politiques. Donc voilà, je dis, c'est essentiel, c'est urgent, c'est indispensable de réactiver et de relégitimer l'état de poésie, la vie poétique en nous, l'aspiration poétique en nous que nous possédons depuis l'enfance. C'est-à-dire cette capacité à ne vivre qu'au nom de l'absolu de la vie, dans la pleine présence à l'émerveillement et la beauté des choses. L'anglais Chesterton, décidément, il disait ceci: le monde ne mourra pas de manque, il ne mourra pas de manque de merveille, mais de manque d'émerveillement, grosso modo. Hein? Ben, c'est ça. La poésie, c'est réinsuffler à chaque instant, dans chaque poème, dans chaque vers de poème, et par principe, réinsuffler en nous le désir de vivre pleinement, entièrement, dégager des leurres et des mensonges. C'est-à-dire que vous vivez tous en poète dans les instants précieux de votre existence où vous êtes au sommet de vous-même. Et comment est-on au sommet de soi-même? Pas en passant à l'agrégation ou en étant Kylian Mbappé. C'est-à-dire à tous les surhommes, il faut préférer ce spectacle rare entre tous, un homme juste et juste un homme. Ça, c'est Claudel. On trouve tout chez les poètes. Toutes les indications, pas des règles de vie, des indications de chemin. Et donc, vous voyez, vivre en poète, vous le vivez tous au meilleur moment de votre existence. Dans la suspension du temps, dans l'apnée que suppose un émerveillement, un sourire aimé, un geste d'enfant, un vol d'oiseau, un orage, je ne sais pas. Ce à quoi tout d'un coup vous êtes pleinement présent, qui vous subjugue, qui fait que tout le reste disparaît. La perte, l'exil, la mort. Ce qui fait que tout d'un coup, tous les leurres tombent et qu'à ce moment-là, on n'est plus que nous, tout seuls, avec les autres, des êtres nus en face de la grande ténèbre, dans la fragilité et l'émerveillement d'être. Et l'émerveillement d'être est d'autant plus grand que la lucidité est sans concession, qu'on a conscience de la tragédie humaine et du désastre. Quelles que soient les religions, tout ça, je parle de quelque chose qui traverse tout le monde et qui nous réunit tous. Je cherche ce point d'humanité
où l'humain se réconcilie avec lui-même. Devenir humain est un art. C'est ce que nous devons à tous. Vivre, essayer, tenter de vivre le plus souvent possible, pas tout le temps, ce n'est pas possible, en poète, c'est-à-dire au meilleur et au plus juste de nous-mêmes. Pas dans la performance, dans le plus, dans la simple qualité de notre présence, dans l'attention aux autres et l'attention au monde. Voilà ce que dit l'éthique que définit la poésie. Et voilà en tout cas pourquoi je me bats. Voilà. C'est pas vraiment une question, mais ce que vous avez dit me fait penser à Bruno Bettelheim, un grand psychologue américain qui est mort maintenant, qui était dans les camps de concentration et qui a raconté son internement, et qui a expliqué comment il a survécu à ces années-là. Et il a survécu en se récitant des poèmes. Il a bien expliqué que s'il n'avait pas pu se réciter ces poèmes qu'il connaissait par cœur dans sa tête, il n'aurait vraisemblablement pas tenu le coup. Vous savez, c'est bien que vous disiez ça. C'est un exemple que j'emploie sans cesse pour parler de l'importance et de la nécessité du poème. Georges Semprin, Robert Antelme, Primo Levi, ils ont tous témoigné de ça. Dans le livre « Si c'est un homme » de Primo Levi, qui est un livre absolu, que je crois qu'il faudrait que tout le monde lise, dans les écoles en Italie, parce qu'il était italien, c'est une lecture obligatoire. Mais il devrait être obligatoire dans le monde entier. Il faut être passé par là pour refonder un espoir et une joie légitime. Avoir les yeux ouverts sur Auschwitz. Bref, ce livre, Si c'est un homme, qui raconte, avec la façon la plus détachée et objective qui soit, l'abjection d'Auschwitz, c'est-à-dire la négation de l'homme, la pire négation de l'homme. Au milieu de ce récit, j'en ai fait une conférence une fois, et c'est un texte que j'ai publié après, parce que personne, je crois, l'avait remarqué, enfin comme je l'ai fait, parce que moi j'ai le point de vue de la poésie. Au milieu de ce récit, il y a un chapitre. Tous les autres s'appellent la sélection, l'arrivée, je ne sais pas quoi, l'hygiène, tout. Et celui-là, il s'intitule « Le chant d'Ulysse ». Ce chapitre est consacré au milieu du livre. Ce n'est pas par hasard que c'est au milieu du livre. Primo Levi ne laissait rien au hasard. Et ce chapitre est consacré à Dante, c'est-à-dire que Primo Levi raconte comment il va à la corvée d'eau, je crois, je ne sais pas quoi, avec un Français. Et évidemment, ils sont dans le pire des dénûments et ils n'ont pas le droit de se parler même. Donc, vous imaginez le contexte. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il va dire à son ami français, en italien, l'extrait qu'il se remémore de la Divine Comédie, qui s'intitule donc Le chant d'Ulysse. Quelques vers comme ça. Et vous imaginez, on vient de parler de la merde, de toutes les pires merdes qui soient, comme ça, dans cette violence-là. Vraiment. Et tout d'un coup, on entend, et on lit dans le livre, la poésie la plus haute, la plus élevée qui soit. Ce chant, la poésie chant. C'est-à-dire la poésie dans ce lyrisme le plus haut et le plus subtil, celui donc de Dante. Eh bien, ce que veut dire Primo Levi, c'est que ça sauve. Que là, quoi qu'il en soit, de tous les efforts ignobles et violents des nazis pour nier l'humain dans ses êtres, par le poème, ils réaffirment leur humanité. Car rien n'est plus haut et n'est plus révélateur de l'humanité que le poème. On peut protester, on peut dire c'est scandaleux, etc. Ça n'a pas la valeur de ce poème qui n'a rien à voir et qui tout d'un coup dit, ben voilà, je suis capable de faire entendre le poème, j'existe encore pleinement au plus haut de l'humain. Vous qui voulez que je sois une bête.
C'est magnifique. Et c'est vrai, il le dit d'ailleurs dans des entretiens après, il disait, donc ce que vous disiez, c'est que ceux qui se réunissaient, qui avaient encore la force, ils se disaient des poèmes. Il dit même, il y a des moments, il y avait des chants yiddish, des gens qui arrivaient à se regrouper dans des moments volés où il y avait quelques-uns qui chantaient des chants. Il dit, même ceux qui connaissaient rien au yiddish des pays étrangers, ils venaient écouter simplement parce que le chant yiddish, c'était un poème chanté. C'est un chant dans la langue. Et ça sauve ça. C'est-à-dire que rien qu'entendre un poème, c'est ce que je vous disais, moi, de façon tellement plus légère tout à l'heure. Vous entendez le premier vers d'un poème, ça vous rapatrie à ce qu'il y a le plus juste en vous de votre vie. Ça vous rend votre dignité d'humain. Vous n'avez plus la fonction, l'obligation, l'horaire à respecter, les courses à faire, etc. C'est pour ça qu'avec des jeunes amis, jeunes comédiens, au Conservatoire national de Paris, je leur avais dit, écoutez, vous allez faire une chose, vous êtes comédien, alors prenez tous les risques. Vous allez apprendre des poèmes ou les lire, peu importe, je m'en fiche. Et on va aller sur les tables de bistrot, dans la rue, là, les terrasses. Vous allez arriver, les gens sont en train de boire leur bière, discuter. Vous arrivez, vous vous mettez à côté d'eux. Alors ils se taisent, parce qu'ils voient des gens arriver qui se mettent devant leur table, ils se taisent, les gens. Hein. Vous le ferez, vous aussi. Et au lieu de leur dire quoi que ce soit, vous leur dites un poème. Et vous verrez. Et à chaque fois, c'est l'effraction dont je vous parlais. Quelque chose s'ouvre dans le temps, dans le réel. C'est-à-dire que justement s'ouvre un espace de temps, celui que nous n'avons plus. C'est mystérieux et c'est... Alors là, pour coup, c'est magique, n'est-ce pas? La parole fait réexister le temps, la lenteur, le silence. Il y a du silence dans le brouhaha de la ville, en plein Paris. Tout d'un coup, il y a une bulle de silence autour du poème. Car le poème, disait Guilvig, est né du silence, mais il produit du silence. Et qu'est-ce que c'est que ce silence? C'est la caisse de résonance du sens que nous sommes. Je dis un vers de poème, ça suscite immédiatement, que disait Aragon, la révolte de l'oreille. L'oreille, elle est soumise au bruit, au bavardage. Vous dites un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre, et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Je suivis ce mauvais garçon qui sifflotait main dans les poches. Nous semblions entre les maisons ondes ouvertes de la mer Rouge. Lui, les Hébreux, moi, Pharaon. Je dis ça n'importe où, et on s'écoute. Il n'y a pas besoin de faire du Lucchini. Mais bon, voilà. Mais je veux dire, c'est très simple. Je disais à des jeunes lycéens, la semaine dernière, à des jeunes lycéens de Saint-Brieuc, je leur dis, vous savez ce que c'est la poésie? C'est ça, écoutez. Voie lactée, aux sœurs lumineuses des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses, nageurs morts, suivrons-nous Daan, ton cours, vers d'autres nébuleuses? Je leur ai dit, vous voyez, moi j'ai appris ça à 15 ans, tout seul. Ce n'est pas à l'école qu'on m'a fait apprendre ça, au collège, au lycée, tout seul. Et quand ça ne va pas, je me redis ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire encore. C'est de Guillaume Apollinaire, aussi, dans le même poème que ce que je vous ai lu tout à l'heure. Et vous comprenez, vous allez n'importe où, vous dites « Voie lactée aux sœurs lumineuses des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amants ». Il y a tout ce qu'il faut pour que ça nous saisisse. C'est mystérieux, mais c'est parce que, tout d'un coup, quelque chose dans les mots dit plus que les mots. Heureusement qu'il y a la poésie pour ça. Mais je réponds à un... Bonsoir. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit ce soir. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je dois dire que ce n'est pas une question que je vais vous poser, c'est plutôt des remerciements. Merci d'avoir été fidèle à votre intuition d'enfant vis-à-vis de la poésie. Vous disiez tout à l'heure que la poésie, ça n'est pas fait pour soulager l'âme, du moins pas que. Moi, je vous avoue que un peu si, quand même, me concernant. Il
il m'arrive dans des situations, par exemple, qui sont soit compliquées, soit particulièrement inquiétantes, de relire votre éloge du risque ou de l'inconnu. Et je me rappelle que c'est la vie. Voilà. Et puis, la poésie, c'est vraiment c'est quelque chose qui, dans notre quotidien, qui est parfois trop convenu, trop lisse. C'est cette espèce de rugosité qui nous rappelle qu'il y a plus que ça. Et oui, je vous rejoins, c'est vraiment une nécessité, quoi. Moi, quand je lis un poème, que je le comprenne ou non, je me rends compte qu'il y a plus que ce qu'on montre à voir dans notre quotidien. Il y a quelque chose de, je sais pas, je dirais de rugueux, quelque chose de profond. Et voilà, donc vive la poésie. Non, merci. Je vais quand même me rectifier moi-même. Vous avez raison. Non, quand je dis que la poésie, on ne peut pas l'instrumentaliser comme on le fait souvent. Même, par exemple, moi je travaille avec une association à Lyon, université catholique de Lyon, qui a inventé l'histoire, comment ça s'appelle, un truc autour de la beauté, l'association de la beauté, je sais pas, la beauté qui soigne. C'est une psychologue clinicienne qui utilise la poésie notamment. C'est pour ça qu'elle m'a sollicité, mais aussi la peinture dans les hôpitaux, vraiment. Alors, oui, bien sûr, la poésie répare en nous ce qui est le plus abîmé en nous. C'est pas seulement la jambe cassée, vous voyez, c'est l'âme cassée. Oui, de ce point de vue-là. Je pense que la poésie, elle nous, je le disais tout à l'heure, elle nous rend une dignité. Parce que nous sommes abîmés tous. Parce qu'on nous traite très mal. Moi, je crois qu'on nous traite très mal. Parce qu'on nous prend pour des imbéciles. De tous les discours sur le réel, je ne parle pas de choses, même ce qui prétendrait en principe nous donner une vraie compréhension du réel, de cinéma, des choses comme les séries de télé, c'est effroyable comme ça simplifie le réel. Vous voyez, parce que je parlais tout à l'heure de comment l'expérience de l'amour, comment les mots que nous avons pour les dire, et les séries télé ou les films, ce qu'ils en font, c'est des stéréotypes, des clichés. On n'entre pas dans les stéréotypes et les clichés. Ou alors on nous enjoint implicitement d'entrer dans ces stéréotypes, mais alors c'est pire, c'est une souffrance terrible. Non, je crois qu'on souffre. Je crois que la société nous fait souffrir au profond. On peut être très riche et très souffrant. Je dis aux jeunes que je rencontre souvent, je dis, vous voyez, il y a des gens très riches, très célèbres, apparemment très souriants sur les photos, et ils se suicident. Il y en a un exemple tous les ans, tous les mois peut-être même. Des chanteurs célèbres, des youtubeurs, des machins. Des gens qui ont tout en principe de ce qu'on vous dit d'avoir. Donc ça veut dire que s'ils se suicident, c'est qu'ils sont malades au fond. Il y a une souffrance en eux. Et cette souffrance, elle n'est pas visible. Hein. Vous voyez, être malheureux, c'est pas forcément ne pas être riche ou ne pas être célèbre. Moi, les enfants, je vais dans une classe et je vais voir des collégiens, ils me disent « T'es connu ?» C'est la première question qu'ils posent. « Combien tu gagnes ?» La deuxième question qu'ils posent. Mais c'est grave. Que ce soit leur première question. Ta valeur, mon gars qui vient nous voir, là, ta valeur, elle tient à ça. Est-ce que tu es connu si tu gagnes de l'argent? C'est pour dire pour eux ce qui vaut dans la vie. Et moi, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, vous imaginez ce que je leur dis. Et je suis intransigeant. Avec gentillesse, avec le sourire, je dis, vous avez tout faux. Et surtout, c'est pour ça que je disais à Anne, quand on me demande d'aller voir des jeunes, j'y vais. Ils ont besoin d'entendre parler un poète. Mais un poète, je leur dis, parce qu'il n'y a rien de pire pour se débarrasser de la poésie que d'en dire du bien. Oh, il nous faut des poètes rêveurs qui sont là-bas, ils nous font de belles choses. Hein. Mais quand est-ce que vous les lisez? Quand est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'on fait parler les poètes à la radio, dans les journaux, etc. Non, jamais. Pourtant, ils parlent tous de la réalité. Tous les poètes que je côtoie, il y en a dans le monde entier. J'étais en Chine, j'étais en Roumanie assez récemment, enfin en Chine avant le Covid, tout ça. Et il y a des poètes là, et ils parlent, quel que soit le régime, les convoyants, ils parlent tous, on s'entend. Parce qu'ils ont ce même regard sur le réel qui ne se satisfait pas du diktat des apparences.
du tout. Donc, oui, je vais simplement dire ça. Quand je dis... C'est pour ça qu'il faut pouvoir converser. Si on parle à toute vitesse, comme on fait dans les interviews qu'on donne, la plupart du temps à la radio, on parle à toute vitesse, on dit des choses rapidement et on n'a pas le temps d'aller dans le contre-pied ou la nuance. Vous me permettez de le faire. Oui, il y a un danger à instrumentaliser la poésie comme une thérapie, peut-être, et en même temps, je crois profondément qu'elle est un point d'appui extraordinaire dans la souffrance qui est collective qui est la nôtre aujourd'hui. Merci d'être venu partager votre passion pour la poésie. C'était juste une anecdote. J'ai entendu hier, il y a les rencontres littéraires à l'heure actuelle à Angers. Et le matin, il y avait 3 jeunes talents. Et l'après-midi, il y avait le prix Goncourt. Et j'ai entendu dans la queue de l'après-midi du prix Goncourt, ce matin, c'était des auteurs qui n'étaient pas connus. J'étais assez effrayé parce que voilà. Et oui, c'est terrible. Il n'y a pas beaucoup de poètes connus, vous savez. Et oui. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de l'essentiel, bien sûr, c'est vrai. Mais c'est vrai pour les comédiens, les pianistes. Regardez notre jeune pianiste, là. C'est magnifique, mais il n'est pas connu. Mais ça ne nous a pas empêché de... Pas encore. Ah, il est parti en Sciences Po. J'ai peur que... Non, il a déjà des armes, des anticorps, je pense. Mais voilà, je crois que... Il y a une chose que je vais vous dire avant qu'on arrête, s'il n'y a pas de questions là-dessus. Je voudrais vous dire une chose. C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est capable de la poésie, de toute la poésie. Parce que vous avez tous en vous la capacité à lire des poèmes. Ce qui nous empêche de lire de poèmes, ce qui fait qu'on n'y va pas, je dis aïe un poète, on a peur du poète, c'est qu'on ne se croit pas à la hauteur de la poésie. On ne se croit pas capable d'en lire. On va croire que c'est difficile et qu'on n'aura pas le plaisir qu'on peut avoir dans un roman ou à regarder un truc, un tableau ou même un très bon film à la télé. Ça nous paraît être un effort intellectuel surhumain, mais c'est une erreur fondamentale. La poésie ne sollicite en rien l'intelligence discursive, on dirait abstraite, enfin... Ce n'est pas du discours, le poème, qu'il faut décrypter. La poésie, ça se lit par étreinte. Il faut étreindre le poème. Comment on comprend quelqu'un dans la patience, l'attention et la lenteur? C'est comme ça qu'on comprend un poème. C'est comme ça qu'on aime. Amitié ou amour, c'est comme ça qu'on aime. Dans la patience et la lenteur. Et l'attention. La seule qualité, et ça je l'ai écrit 1000 fois et je le dis ici, la seule qualité exigible pour lire n'importe quel poète, aussi bien les Mallarmé que Prévert. La seule qualité, vous l'avez tous, sauf que cette qualité, elle est tellement ravagée, tellement abîmée, tellement déniée aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'attention. Et je prends un philosophe chrétien, tenez, Malebranche, la définition de l'attention. L'attention est la prière naturelle de l'âme. Au fond, lire un poème, c'est se mettre dans cet état de disponibilité totale, qui est un état de disponibilité où on s'oublie soi-même, où on n'a peur de rien, on est ouvert à l'autre, qui est le poème, et où on dialogue avec, on le laisse nous parler. Et encore une fois, ce n'est pas dans l'instant que se livre le sens, l'essence du poème. Jamais dans l'instant. Jamais le sens d'une personne ne se livre dans l'instant. Sinon, c'est une erreur. Un poème, c'est justement ce qui demande la plus libre des lectures. Il n'y a pas de sens prévu dans le poème. Les poètes n'ont pas mis un sens qu'il va falloir que vous décryptez. Ce n'est pas une devinette, le poète. Le problème, c'est que l'explication de texte qu'on a connue à l'école, et au collège, au lycée, j'en ai fait, mais c'est utile, l'explication de texte, pour d'autres raisons, mais pas pour apprendre à lire le poème. C'est ça la difficulté. C'est que quand on pense que lire un poème, c'est l'expliquer, ça veut dire qu'à la fin, on doit pouvoir en rendre compte, paraphraser. Dire demain dès l'aube, c'est demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Vous savez, ce magnifique poème de Hugo. Alors, quand on le verra, l'explication de texte, elle va arriver à un sens consensuel. On arrive. Bon, c'est un poète, c'est le vieux Hugo qui va sur la tombe de sa fille qui est morte l'année avant. Et alors, il y a la solitude, et alors la solitude dans la nature, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir avec le sens du poème pour vous. Ce qui vous touche quand je le dis, demain, dès l'aube,
à l'heure où blanchit la campagne. Il n'est pas question de mort ni de vieux Hugo, là. Moi, je lis ça à des enfants, c'est ce vers qui compte. D'abord, c'est le début. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Tout peut arriver, là. Et si les enfants ne savent pas qu'il va sur la tombe de sa fille, on le sait qu'au dernier vers, en plus. Un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts. Mais autrement, c'est une promenade dans la forêt, hein. Et ce qui nous émeut, c'est cette union retrouvée d'une présence, d'une vraie présence au monde. À l'heure où blanchit la campagne. Est-ce qu'on voit l'heure où blanchit la campagne? Moi, quand j'étais enfant, j'ai entendu ce texte. J'étais un petit marmot parisien. Moi, ce qui m'a complètement retourné dans ce poème, c'est à l'heure où blanchit la campagne. Je n'avais jamais vu. Évidemment, en ville, il n'y a pas de rosée, hein, il n'y a pas de gelée blanche, il n'y a pas de... Donc, vous voyez où se trouve le sens du poème, mon Dieu. Lisez librement. Rappelez-vous ce que disait encore Georges Perros. La poésie n'est pas obscure parce qu'on ne la comprend pas, mais parce qu'on ne finit jamais de la comprendre. Il est probable que n'importe quel poème que vous lisiez, vous ne le compreniez pas tout entier. Magnifique. On aime les gens pour leur mystère, avec leur mystère. Pourquoi il faudrait dire « je dois tout comprendre de ce poème ». Vous comprenez tout des gens que vous aimez, vous? J'espère que non. Et c'est impossible. Un poème, c'est un être vivant. Un être vivant, c'est un sens illimité. On n'a jamais... Pourquoi on fait encore des thèses sur l'Odyssée? Parce qu'on n'a jamais fait de les lire, alors qu'on est des milliards à l'avoir lu, hein, dans toutes les sociétés, il est traduit partout, dans toutes les langues. Et enfin, on est en tout cas au moins des millions à l'avoir lu, et relu, et on arrive encore à s'interroger sur le sens de tel ou tel moment. Par exemple, quand Ulysse sort de la grotte et que le cyclope lui demande qui est aveuglé, lui demande « Qui es-tu » et il répond « Personne ». Magnifique, non? On ne sait toujours pas exactement ce qu'il veut dire, hein. Enfin, si on le sait, parce que nous, on répondrait ça parfois. Moi, c'est une manière de me faire réfléchir cette nuit dans votre lit. Merci beaucoup. Et vraiment, enfin, je ne sais pas comment vous êtes, mais on n'a qu'une envie, c'est d'aller lire de la poésie et puis de ne pas avoir peur. Enfin, c'est vrai, cette invitation à aller librement vers le poème, qu'il ne se donnera peut-être pas à nous en un jour, et que justement, c'est ça sa force, vous avez tellement bien parlé de cette puissance énigmatique et du mystère. Et voilà. Merci beaucoup vraiment pour cette... vraiment, à nouveau. Alors, que je vous dise quelque chose. Vous saviez que nous avions commandé des livres de Jean-Pierre Siméon et qu'on nous a dit l'autre jour, on a perdu le carton. Vendredi, c'était horrible. Vraiment, je me disais, c'est pas possible parce que quand même... Et finalement, le carton est arrivé. Alors, tout vous attend Et je voulais dire qu'il y en a pour tous les prix. Éloge de la poésie, 2 €, vraiment, tout le monde doit repartir avec son éloge de la poésie. Il y a aussi la poésie sauvera le monde. Pareil, dans les 5 €. Et puis d'autres belles choses, les derniers recueils. Alors, dernier recueil, Théorie de l'amour, Levez-vous du tombeau, ça aussi, paru chez Gallimard. En tout cas, faites une petite halte et puis vous pourrez après faire dédicacer votre ouvrage. Bonne soirée, merci de votre présence et puis à bientôt, le 27 février.